Et puis après, Ok, très bien. Alors, bien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première séance du webinaire Mon nom est personne. Alors, je vais dire quelques mots sur ce webinaire et le groupe de travail dans lequel qui, qu'il qu'il compose. Donc, c'est le groupe de travail Mon nom est personne, personne et personnage dans la langue a débuté maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Donc c'est la troisième année pour ce webinaire. Euh, on a une démarche qui est pluridisciplinaire autour de la notion de personne grammaticale, de personnage, dans une perspective qui est celle de la linguistique, de la littérature et de la didactique. Euh, la première année s'est terminée avec une journée d'études qui a eu lieu à Dijon. La deuxième année qui vient de se terminer, donc avec une journée d'études qui a eu lieu à Metz. Alors ce groupe de travail est coordonné, co-dirigé par Isabelle Monin, qui est au Lidilem à Grenoble, Mustapha Krazem au CREM à l'Université de Lorraine, le CPTC également de Dijon est partenaire, et Aix-Marseille Université et le laboratoire Langage et Parole en ce qui me concerne. Cette année, il y a un programme qui vient d'être mis en ligne. Peut-être qu'on pourrait revenir à la fin éventuellement de la séance. Un appel pour la revue Espace linguistique vient d'être clos. Donc c'est un numéro que l'on va co-diriger Isabelle et moi-même, et nous envisageons un colloque qui devrait avoir lieu en automne ou décembre 2026. Et donc pour cette première séance de notre webinaire pour sa troisième édition donc. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir Christophe Dallot. Christophe Dallot qui est doctorant à Aix-Marseille Université, à l'IRASIA, et donc résident au Vietnam, qui va nous présenter un travail commun avec Dao Ringlin, qui est professeur, n'est-ce pas, à l'INALCO, hein. oui, tout à fait. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Donc, Euh, puisque ce séminaire est ouvert à toutes les langues, on va parler aujourd'hui du vietnamien et des notions de personne et de non-personne dans la langue vietnamienne. Christophe, vous avez 45 minutes à peu près, d'accord, et consécutivement, il y aura donc des questions. d'accord. Donc, voilà le travail que nous avons préparé, Darwin et moi. Euh, donc, il s'intitule La solidarité du Hors vietnamien et qui va traiter de l'expression hypocoristique et de la question des non-personnes dans le groupe vietnamien qui s'appelle le HA. Je vais présenter ces concepts bientôt, enfin tout de suite. Euh, si, je me permets de vous dire, bon, d'abord, Dao Huilin ne peut pas être présent, hein, il s'en excuse, hein, il vous prie d'excuser, il a quelques problèmes de santé. Donc je commence. Donc voilà, l'hypothèse sur la, enfin, on va reprendre, il y a un anthropolinguiste qui s'appelle Lung Vong Hy, qui a fait des travaux sur la langue vietnamienne et, et qui a présenté le groupe vietnamien du Han en le caractérisant en termes de hiérarchie et de solidarité. Euh, alors, souvent, les anthropologues ont fait le reproche à Lung euh, de ne pas démontrer assez cette solidarité, c'est-à-dire de penser que souvent, lorsqu'on parle de la solidarité vietnamienne, des gens vont penser que c'est une idée, une idéologie. Et, euh, et donc le propos de notre travail, c'est de caractériser cette solidarité et en fait de la démontrer. Donc on va démontrer comment, on va me présenter comment cette solidarité s'exprime et l'hypothèse que l'on fait, c'est-à-dire que c'est l'expression hypocoristique révèle pardon, une solidarité entre personnes et non-personnes. Lorsqu'on parle du sujet du concept de non-personne, on utilise un concept qui vient d'Erving Goffman, qu'on va présenter. Qu'on va présenter donc. Donc,
pour caractériser le point de vue du Ha et cette solidarité, on va s'appuyer sur des travaux que nous avons déjà faits avec Darwin et moi-même sur l'éthos collectif du Ha et sur les êtres discursifs du Ha. Et on va voir que ces notions vont nous permettre de mettre en évidence les non-personnes, d'une part, et les marques hypocoristiques euh, qui lient les personnes et les non-personnes vietnamiennes omniprésentes dans l'interaction vietnamienne. Alors, d'abord, on va présenter qu'est-ce que c'est que le Ha vietnamien. Alors, comme il y a beaucoup de concepts, je vais essayer d'aller assez vite sur cette chose. Le Ha, c'est un concept qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà traité, que Dao Huilin et moi-même avons déjà traité dans un travail antérieur. Et en fait, le Ha vietnamien, c'est un parfait exemple de ce qu'on peut appeler un ethos collectif. Alors, un cadre culturel, une manière de penser, une manière de prendre le monde. Ça a été repris par Kerbat Roekioni, par Amossi. Et en particulier, Amossi va distinguer un ethos préexistant, un ethos préalable, et un ethos construit, retravaillé dans les discours, un ethos discursif. Alors, l'ethos discursif d'Amossi, c'est un ethos, c'est un retravail argumentatif dans les discours. Nous, on va reprendre ces distinctions, donc une construction d'éthos dans les discours vietnamiens, dans les interactions de discours. Mais à la différence d'Amossi, on ne va pas s'appuyer sur, on ne va pas développer une présentation argumentative de l'éthos, mais on va présenter un rituel. C'est-à-dire que l'éthos discursif qu'on va présenter s'appuie sur des rituels, en particulier sur un rituel discursif. Donc notre éthos est rituel. Et comment dire, le travail de l'éthos dans les discours est un travail rituel. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Ha? Le Ha, c'est une manière, on va dire, c'est plein de choses le Ha, mais disons que l'étymologie du Ha renvoie à la famille vietnamienne, au clan vietnamien, à la grande famille. Quand on dit la grande famille vietnamienne, il faut prendre que dans une famille, dans le Ha vietnamien, il y a aussi les morts. Donc tout à coup, vous voyez que les personnes du Ha, de cette famille, sont aussi des absents. Et il va bien falloir les prendre en compte, et ça fait partie. Donc ces questions rejoignent évidemment notre questionnement. Donc le Ha, c'est quoi? C'est les Vietnamiens se désignent entre eux quotidiennement en utilisant des termes de parenté. Donc des termes de parenté comme étant grand frère, grande sœur, oncle, oncle aîné, oncle cadet, tante. Et donc, ce qui est évident, la chose évidente dans ces désignations, c'est une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a déjà une hiérarchie basée sur l'âge, la génération. Quand on voit quelqu'un plus âgé que nous, on va dire grand frère ou on va dire grand-oncle. Et donc, c'est pour cette raison que nous désignons ces termes de parenté comme étant des honorifiques. Voilà, donc ici on donne un exemple. Vous avez deux personnes qui parlent, un locuteur et un allocuteur. Ciao bak bakwa, mais la réponse Kami ciao bakwa. Et vous voyez ici, vous avez le mot bak, vous voyez ici, qui veut dire oncle et qui désigne l'allocuteur. Comment vas-tu, oncle? Et l'oncle répond, il répond cher neveu, merci à toi. Et vous voyez que neveu désigne, c'est aussi un allocuteur. Et bak quoi? Et bak ici veut dire je vais bien. Voilà, donc, et c'est comment dire? Donc voilà, pour terminer, le Ha, c'est le fait que les Vietnamiens se désignent quotidiennement en utilisant des honorifiques, des termes de parenté. Alors, attendez, oui, c'est ça, je ne vais pas trop vite. Oui. Alors, pour décrire précisément comment, pour décrire les sources des points de vue, et voilà, on va utiliser la notion de point de vue qu'on prend en s'inspirant du travail d'Alain Rabatel. Et on va considérer qu'il existe un point de vue qui est associé à l'éthos collectif du Ha, et que
et qu'un énonciateur, un locuteur, peut prendre ce point de vue et donc le porter, et on parlera de point de vue du rang. Alors, je reviens sur le point de vue. Oui, donc, on peut caractériser le point de vue en fonction des êtres discursifs. Oui, donc le concept d'être discursif, c'est le concept justement qui nous a paru être un des concepts les plus intéressants pour décrire les personnes vietnamiennes. Et en particulier pour décrire des personnes qui sont absentes des discours, mais qui sont importantes et dont on doit prendre en compte le point de vue. Donc la notion d'être discursif est pertinente selon nous pour ça. Donc on va commencer à vous présenter comment se présentent les personnes dans l'interaction vietnamienne, dans le discours vietnamien. Par exemple, si je prends ici An Dop Sac, donc c'est grand frère lire livre. En fait, ce An Dop Sac va être interprété en fonction du contexte. Il va pouvoir signifier je lis un livre. Imaginons que je parle à quelqu'un qui est plus jeune que moi et je vais dire moi grand frère, je lis un livre. Donc Anne va dire je. Anne peut désigner aussi l'allocuteur, la personne à qui je parle, en disant tu lis un livre, grand frère, tu lis un livre, Anne Dopsac. Et il peut désigner aussi la personne tierce. Il lit un livre, par exemple, imaginons une mère qui parle à son fils cadet, et qui signale que le fils aîné est dans la salle d'à côté en train de lire un livre, et la mère va dire Anne Dopsac. Et dans ce cas, Anne va va renvoyer à la troisième personne il. Donc on voit bien que l'honorifique vietnamien ne correspond pas à la personne grammaticale et qu'il ait besoin d'un contexte, donc une situation d'énonciation pour pouvoir interpréter correctement ce qui est dit. Alors oui. Donc le concept de personne, donc on va l'employer va renvoyer à trois notions chez nous. Donc d'une part la personne phénoménale, c'était la manifestation individuelle. D'autre part la personne grammaticale, parce qu'il se trouve que dans l'interaction vietnamienne, il y a des termes honorifiques, mais il y a aussi des pronoms. Il y a le pronom toi que vous voyez ici, qui veut dire je. Vous avez le pronom non, qui veut dire il. Il y a des pronoms qui sont utilisés. Donc, l'interaction vietnamienne utilise pour désigner la personne, a recours à des honorifiques, des pronoms, des noms propres. Et donc, voilà. Et donc, l'être discursif, c'est la notion qui nous a paru intéressante parce qu'elle peut prendre en compte cette diversité de références et elle permet aussi, comme on le dit, de prendre en compte des personnes qui ne sont pas évidentes ou qui sont implicites et présupposées dans l'interaction à différents niveaux, au niveau du locuteur, de l'allocuteur et des tiers. C'est ce qu'on va voir. Donc, l'être discursif, c'est la source des points de vue, c'est la personne qui porte le point de vue. Donc ici, on reprend la typologie de Nolke. Il y a un point qui va être intéressant, c'est là où on se différencie pas de Nolke, mais disons que c'est un point qui est très, très, très caractéristique et très important pour nous, alors qu'il est seulement suggéré par Nolke, c'est-à-dire on va voir que dans l'interaction discours vietnamien, les tiers individuels et les tiers collectifs sont essentiels, sont indispensables, et on verra qu'ils saturent l'interaction de discours. Alors, ici, c'est un exemple. Voilà, ça, c'est un locuteur. Alors, j'ai oublié de vous signaler, excusez-moi. Donc, on présente donc une démarche qui est une démarche qualitative, hein, qui est une analyse de recherche, mais on s'appuie aussi sur certaines données quantitatives, parce que sur un corpus, pendant 1 an et demi, 2 ans, on a enregistré des conversations sur des chats vietnamiens, des conversations de quartier, enfin de mon quartier, donc tout est anonymisé bien sûr. Donc j'ai participé à des conversations de quartier pendant 1 an et demi avec une centaine d'habitants de mon quartier. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le quartier vietnamien, c'est le village vietnamien et c'est une illustration pertinente de ce qu'est le Rang. Je vous rappelle que le Rang, c'est une communauté, c'est une grande famille vietnamienne et l'étymologie du Rang renvoie au clan vietnamien. Donc les interactions dans un village c'est un biais assez pertinent, enfin qui peut illustrer assez bien la notion de Rang. Et donc
Ici, vous voyez, je traduis, hein, parce que je ne sais pas si vous êtes vietnamien. J'imagine que non. Donc, vous voyez ici, j'espère que tous, vous, aïeuls et enfants, vous partagez vos idées comme grand frère sur le gros mont, voilà, pour que je puisse attraper les voleurs. C'est le policier qui parle aux gens du quartier. Et vous voyez que déjà, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il utilise toi, qui est un pronom, il utilise mun, qui est un pronom, il utilise aussi des termes honorifiques comme bakom, qui désigne l'allocuteur, qui veut dire vous, mais qui désigne aussi un tiers collectif. Il utilise ici le nom grand frère. Et donc, on voit qu'en fait, l'être discursif est intéressant parce qu'il nous permet de prendre en compte des pronoms, des honorifiques et des noms propres. Alors, le deuxième point intéressant, c'est que lorsque je dis grand frère pour nommer un tiers, je suis, moi, locuteur, le point de perspective. Je porte aussi un point de vue. Donc, vous voyez que lorsqu'on dit grand frère, ça désigne un tiers individuel, mais ça désigne aussi le point de vue du locuteur. Et de même, quand je dis balakon, c'est un allocuteur et dans cet allocuteur, il y a aussi un tiers collectif qui est pris en compte. Et donc, c'est une notion, bon, on a déjà présenté ça dans un travail antérieur avec Lynn, mais voilà, je répète, donc l'être discursif nous permet de prendre en compte toutes ces personnes implicites dans les interactions. La notion d'être discursif me permet de faire ça. Alors donc, on va s'intéresser plus particulièrement à une catégorie d'êtres discursifs que l'on désigne, que nous désignons par les non-personnes, par le concept de non-personne. Alors, ce faisant, on utilise le concept de Goffman, et je pense qu'on va le... Voilà. Donc, Goffman a présenté... il a présenté plusieurs sortes de ce qu'il appelle des êtres discrépants, des rôles discrépants. Et donc, il a présenté la notion de non-personne. La non-personne, pour Goffman, c'est quelqu'un qui participe à l'interaction, mais qui n'est pas accrédité socialement, qui n'a pas de reconnaissance sociale et dont on ne prend pas en compte. Les exemples que donnera Goffman, c'est par exemple des serviteurs ou des serveurs qui sont à côté, mais ils n'importent pas, ils ne comptent pas dans la discussion. Par exemple, des enfants ou des personnes très âgées. Ce sont pour Goffman ce il parle de non-personne. Plus tard, il va décrire d'autres rôles discrépants et il va parler de personnes qui ne participent pas à l'interaction, mais qui sont indispensables à cette interaction. Et ces deux concepts nous intéressent et nous désignons ces deux concepts par le concept de non-personne parce qu'ils nous permettent de décrire des personnes qui sont dans les marges du RAW ou des personnes qui sont implicites au groupe vietnamien. Alors voilà, je vous donne un exemple de phrase vietnamienne. Donc vous avez moi, petit frère, je t'invite, grand frère, à attendre. Et ici, vous avez le 1, le nia. Alors, on pourrait penser, alors cependant, cet exemple, c'est un exemple qui est théorique. Parce qu'en fait, quand les Vietnamiens parlent, ils utilisent très rarement l'autodésignation. En effet, si jamais je parle à quelqu'un et je dis moi, grand frère, je te parle, petit frère, tout de suite, je vais induire une verticalité, une hiérarchie qui sera trop forte et qui va mettre un rapport d'ego assez difficile. Et donc, on ne parle pas comme ça. Et à l'inverse, si je me mets moi comme petit frère, ça peut créer une intimité un peu particulière qui n'est pas toujours désirée. Et donc, en fait, les Vietnamiens ne parlent pas comme ça. Comment ils parlent? Ils vont utiliser l'effacement énonciatif pour le locuteur. Alors, voilà. Ici, c'est comme ça que les Vietnamiens parlent. Et ça, c'est cette forme de... Là, c'est une demande. Cet acte de demande, c'est ce schéma, il représente 85% de mon corpus. Vous avez donc une personne, donc c'est Moi Antiania. Donc, il y a plusieurs choses ici. D'une part, vous avez... donc, la traduction est ici. Hein. Donc, le je, il n'y a pas de je. La référence au locuteur est effacée. La référence à l'allocuteur est un honorifique, grand frère, qui veut dire vous ou tu, il n'y a pas de distinction vous ou tu en vietnamien. Et puis, on a un acte de demande. Et puis, aussi autre chose ici, vous voyez, Nia, qui est une particule, alors,
Moi et Darwin, nous désignons ça comme une particule hypochoristique, une marque hypochoristique, qui est difficile à traduire en fait. J'ai mis un, mais ça pourrait être d'accord ou je t'invite à attendre, d'accord, ou même dans un cadre familial, ça pourrait être quelque chose qui marque une affection assez marquée, quoi. Voilà. Donc, ces trois choses, une personne effacée, un allocuteur dans le rang, un acte de demande et une particule hypochoristique, ce sont trois choses qu'on retrouve dans la demande vietnamienne, c'est un schéma vietnamien. Et donc, en fait, on voit que lorsque le vietnamien ne dit pas je, cet effacement énonciatif ne veut pas dire qu'il ne prend pas en charge son acte de parole. Il le prend en charge. Et il montre qu'il le prend en charge parce qu'il utilise des codes qui sont connus seulement par les personnes du rang. Il utilise un acte honorifique, il fait un acte de demande. Vous voyez, c'est une... Voilà, donc c'est ça le... Donc il y a une prise en charge du locuteur et un effacement énonciatif. Et ces concepts ont été développés par Abatel, d'autre part. Ça, c'est en comparaison. Je voulais vous montrer la personne Toi, je, le je vietnamien. Alors, comment vous dire ça? De manière générale, il faut comprendre, enfin, il faut comprendre. De manière générale, dans la langue, dans l'interaction vietnamienne, le je, en tant que pronom personnel toi, le toi, est très peu utilisé. Il est utilisé, mais quand il est utilisé, il signifie, il exprime une distanciation. Alors qu'il exprime une distanciation, et je vais vous donner cet exemple ici. Donc, c'est un voisin de quartier qui, je trouvais ça marrant parce que c'était assez bon, qui écrit au policier du quartier pour se plaindre. Et il formule une demande, mais vous voyez que sa demande, parce qu'il utilise je, sa demande n'est pas une vraie demande, c'est plutôt une critique, elle est très ironique sa demande. Donc, vous voyez, il se moque un peu, et tout ça est soutenu par le reste il utilise je suggère, que en vietnamien c'est un terme très formel, il utilise xin cảm ơn, c'est prière d'accepter, mais c'est très formel aussi, et donc on voit que c'est pas derrière cette demande, il y a de l'ironie. Donc, on voit que le pronom toi n'est pas accrédité à demander dans le rang. Et quand on l'utilise, dans le cadre vietnamien, ça ressemblera à un acte de demande française, avec une distanciation. Voilà. Pour pas justement, euh, avec une distanciation, un désir de face négatif, ce sera un peu cette chose-là. De manière, pour comprendre un peu la distance entre le toi et la conscience personnelle de l'ego au Vietnam, à titre illustratif, digressif, Toi, l'étymologie du mot Toi, ça veut dire esclave ou serviteur. Donc vous voyez qu'il y a une grande distance pour que quelqu'un place son ego dans un mot qui veut dire esclave. Donc le Toi n'est vraiment pas... en fait, il est peu utilisé, il marque une distanciation. Je vais aller assez vite. En fait, c'est des choses qu'on a déjà présentées, Lynn et moi, Daori Lynn et moi, dans d'autres travaux. C'est intéressant quand même. Ici, vous voyez, oncle, je te demande à dire à tous de ne pas brûler les déchets à la maison. Lorsque le locuteur dit ça, il désigne l'allocuteur par le mot oncle. Mais ce faisant, il ne présuppose pas qu'il s'agit de son oncle, mais l'oncle de ses enfants. Et c'est intéressant, ou de son enfant, qu'il ait un enfant ou non, on parle d'un enfant imaginaire. C'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la perspective qui porte la désignation de Hallock, en fait, qui porte le point de vue de Hallock, c'est une personne imaginaire. C'est ce que, exactement, Goffman décrirait comme une non-personne. Et on voit que le point de vue du rang, sur lequel porte la désignation du rang, le point de vue du rang est porté par une non-personne. Et en fait, on va trouver ça beaucoup en vietnamien. Même chose pour le tiers collectif. Ici, on désigne un tiers comme étant Bakon. Bakon, ça veut dire ça veut dire tous. Je demande à tous de ne pas brûler les déchets de la maison. Mais dans Bakon, c'est un terme le mot ba veut dire grand-mère, le mot con veut dire enfant. Bakon, ça réfère aussi à des gens qui ne participent pas à l'interaction. Ça réfère aussi à l'ensemble du village. Le reste des gens dont le jugement compte et qui vont avoir, par oui dire, qui vont entendre cette conversation, auquel on va répéter cette conversation et dont on doit prendre le jugement. Et vous voyez que dans Bakon, en fait, encore une fois, la désignation de la personne dépend
est dans la perspective d'un tiers, et ici d'un tiers collectif, du village entier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on prend la notion de non-personne, on voit qu'elle sature l'interaction discursive vietnamienne, on la trouve partout, on la trouve au niveau du locuteur, de l'allocuteur, du tiers, et elle constitue la source des points de vue, la non-personne prend en charge le point de vue. Et maintenant, on va passer à je ne sais pas si je vais trop vite. Ouais, c'est bien. Bon, donc, on passe à l'expression hypocoristiques. Donc, les procédés hypocoristiques sont des procédés donc, qui marquent l'affinité, la proximité affective. Et donc, c'est ces procédés qui nous intéressent parce que c'est grâce à eux qu'on va démontrer la fameuse solidarité vietnamienne. Alors moi, j'ai vécu à titre... Enfin bon, bref. Un exemple qui est intéressant, c'est un hypocoristique français. Par exemple, lorsque dans la langue des enfants, dans la famille, quand maman, alors les hypocoristiques français, par exemple, la maman parle à son bébé, elle va dire maman lit un livre. Elle va utiliser maman pour dire je. Et puis le bébé peut dire très bien ah oui maman lit un livre. Elle va dire tu. Et le grand frère du bébé peut dire très bien maman elle lit un livre. Et ça c'est intéressant parce que c'est une expression hypocoristique française et qui est très similaire et qui permet d'expliquer assez simplement finalement comment fonctionnent les hypocoristiques vietnamiens. Parce qu'en fait, c'est comme ça, on retrouve quelque chose de similaire. Et donc, c'est un usage qui est similaire aux honorifiques vietnamiens. Le deuxième point qui est intéressant au niveau des hypocoristiques, ça a été signalé par Samuel Aubin ou par Goudaillé. Donc, les hypocoristiques sont utilisés aussi comme des marqueurs entre égaux, qui marquent une solidarité, une égalité entre personnes, dans un rapport de pouvoir avec un groupe plus important. Et justement, on va trouver ça au Vietnam. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je reviens, mais je vous l'avais déjà dit finalement, mais ça me permet de revenir là-dessus. Voilà un autre exemple tiré du corpus. Donc, vous avez le policier qui parle à tout le monde, aïeul et enfants, tous, il faut être attentif et vigilant. Donc, il écrit ça sur un chat. Il faut être attentif et vigilant. Hein. Et c'est intéressant parce que quand il fait ça, il ne va pas utiliser des pronoms, il va utiliser des termes du rang, de l'éthos collectif du rang, parce qu'il sait que sa demande va porter dans ce cadre-là et qu'elle va être effective dans ce cadre-là. Donc, encore une fois, on voit, premièrement, il y a un effacement énonciatif du locuteur, il y a une imputation du point de vue du rang, c'est-à-dire on place sa demande dans le cadre de l'éthos collectif du rang, parce qu'on sait que c'est dans ce cadre-là qu'elle va être effective, et on utilise on fait un acte de demande, donc voilà, on utilise le semi-auxiliaire nen, voilà, nen, il faut faire ça, et puis on met une particule hypocoristique niais, c'est-à-dire quelque chose qui va être traduit par d'accord, un, mais c'est très difficile pour comprendre c'est très difficile à traduire ces particules parce que dans une famille, niais, ça peut dire un mon grand, un mon chéri. Donc c'est vraiment difficile et c'est une partie. Ce sont des termes qui sont très difficiles à apprendre quand on est étranger parce qu'on a beaucoup de mal à dire à quelqu'un qu'on connaît pas mon grand, mon petit, enfin voilà, des choses comme ça. Et ces particules veulent dire ça. Bon, donc voilà. Mais ces procédés sont caractéristiques dans la demande du rang et ça demande une vraie connaissance culturelle, on va dire. Donc, voilà, les marqueurs hypocoristiques, voilà. Donc, ce sont des marqueurs qu'on ne peut pas trop traduire, qui sont, et ce qui est important, voilà, je ne vais pas en répéter, mais ce sont des marqueurs qui marquent l'affect, l'émotion. Et on n'a pas encore fait une analyse quantitative là-dessus, mais voilà, c'est dans les projets. Alors, là, on va arriver sur des choses qui commencent... Voilà, donc ce qu'on observe, je vous ai dit en introduction que le retravail de l'éthos discursif se faisait donc, n'était pas un travail argumentatif, mais un travail rituel. Et on arrive petit à petit, voilà, on va montrer ça. Donc, la demande vietnamienne, c'est une non-personne, c'est un locuteur effacé qui fait un acte de demande et il fait cette demande à une personne du rang, un allocuteur qui appartient dans le rang. C'est intéressant parce qu'on voit que tout à coup, on voit on prend à rebours comment ça s'appelle, les stratégies de politesse classiques de Brown et Levinson ou de Kerbat ou Echioni, parce que
parce que l'acte de demande ne vise pas la face négative. On n'essaye pas de prendre de distanciation pour épargner la personne à qui on demande quelque chose. Au contraire, on se rapproche de lui. De la même manière, comme si vous étiez dans une famille et vous demandez à votre frangin, allez, vas-y, frangin, fais ça. Et bon, parce que vous lui demandez, il va même être content de le faire. Et vous pouvez faire une demande directe en vous rapprochant de lui. Et c'est ce qui se passe dans l'interaction, dans l'acte de demande vietnamien. Il y a un rapprochement. On vise la face positive. Et donc, décrire ce système-là, c'est un système qui est à rebours donc, des stratégies de politesse classiques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le sujet? Il y a plein de choses à dire, mais bon. Donc voilà, donc on ne peut pas trop parler de Face Threatening Act. Et voilà, l'acte de demande est dans ce cadre-là. Attendez, je vais voir, page 25. Oui, voilà. Bon. Bon. Voilà. Alors, on va développer un peu plus et entrer un peu plus dans le détail de cette demande, justement. Et donc, pour voir un peu le rituel en place, on a pris en considération, avant, on vous présentait seulement l'acte de demande du locuteur, mais là, on va prendre le locuteur et la réponse de la locuteur. Et vous allez voir le rituel à l'œuvre. Donc, vous avez une demande ici, celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, je te demande à dire à tous de ne pas brûler les déchets à la maison, donc avec un effacement énonciatif, un allocuteur dans le RA, une prise en compte d'un tiers, voilà. Et regardez ce que l'allocuteur va répondre, il va dire « Oui, merci grand frère ». Mais quand il dit « merci grand frère », il intègre le locuteur non-personne qui est effacé au niveau de l'énonciation, il l'intègre dans le RA. En fait, il joue le rôle, ce qu'on pourrait dire dans une description anthropologique, il joue le rôle d'un maître de cérémonie. Et donc, c'est pour ça. Et ce schéma-là, c'est 85% de nos schémas sur notre corpus. Les gens parlent comme ça. Et donc, on parle vraiment d'un rituel dans l'interaction discursive. Voilà. Alors, j'ai dit maître de cérémonie, mais on parle aussi d'instructeur du rang. Enfin, des anthropologues comme Turner qui n'ont pas étudié ça, mais qui ont étudié les rituels, parlent d'instructeur. Voilà. Alors, donc ici, pour revenir, donc on a un rituel d'acte de demande qui n'est pas un acte menaçant, mais un acte de rapprochement affectif, donc qui correspond à ce qu'on peut appeler une expression hypochoristique. Et donc, vous avez une non-personne. Alors, je vais vous décrire le rituel, il est là. Vous avez donc un locuteur qui est culturellement incertain, il ne signale pas son ethos. Il effectue une demande. Il va être agrégé dans le groupe du rang par un allocuteur qui est une personne du rang et un instructeur du rang, et le locuteur qui était une non-personne devient une personne du rang. Ce rituel, alors voilà, ça c'est ce schéma que je mets là, c'est ce qui a été décrit comme un rite de passage. Et ce qui est remarquable, enfin, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'acte de la demande, n'importe quel acte de demande, vaut aussi comme une demande d'entrée dans le rang. Et donc le locuteur se base sur la légitimité du rang pour demander quelque chose. Il utilise, donc c'est un rapprochement affectif, déictique, puisqu'on entre, et puis juridique, parce qu'on entre dans une hiérarchie. Et c'est évidemment l'allocuteur qui va nous donner notre place dans la hiérarchie, et qui lie un rapport rituel entre la non-personne et la personne du rang. Et ce rituel entre les non-personnes et les personnes, ça a été décrit par les anthropologues comme Turner, comme Van Gennep. Turner en particulier, il fait tenir son modèle social sur ce rite-là. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les représentants de l'ordre, et de l'autre côté, les représentants de la marge, les êtres liminaires, donc les non-personnes pour nous, et qui vont rituellement organiser la cohésion sociale. Et c'est ce qu'on voit là, en fait, au niveau de l'expression, de l'interaction des discours. On retrouve le rituel qui organise la cohésion sociale entre des gens qui sont représentants de l'ordre, les gens du rang, de la hiérarchie du rang, et les gens qui sont justement des impétrants ou des gens dans la marge du rang. Alors oui, ces rituels, Dao-Wilin et moi-même, on a présenté ça dans les travaux antérieurs, hein, ce rituel, mais on n'avait pas présenté ça au niveau hypochoristique, on le fait maintenant. Alors oui, encore une fois, voilà, on montre que lorsque la demande est effectuée avec le pronom « je »,
Donc, on est sur une demande qui est beaucoup plus distante, moins directe. Vous voyez ici, je souhaite. Donc, c'est une valeur optative qui n'engage finalement que la volonté du locuteur. Et donc, c'est quelque chose qui ce sont les demandes directes de manière massive dans notre corpus. Les demandes directes sont imputées au niveau du point de vue du Ha, au niveau de l'éthos du Ha. Et tout ce qui est les demandes qui vont être portées par le pronom personnel je, toi, vont correspondre à des demandes indirectes et qui, pour le coup, pardon, vont plutôt correspondre au schéma de stratégie de politesse classique qu'on connaît. Voilà. Alors là, je ne pensais pas que j'aurais le temps d'aller jusque-là. Je ne vais pas trop développer ce point-là, c'est les communitas. Alors la communitas, c'est justement l'anthropologue Victor Turner décrit son modèle de cohésion sociale entre des tenants de l'ordre, donc pour nous les tenants du Ha, et les personnes des marges, donc les enfants, les vieillards, les femmes, qui correspondent aux non-personnes chez nous, dans notre modèle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que dans la société vietnamienne, les non-personnes entre elles, donc les enfants, les gens qui ne sont pas dans le rapport hiérarchique, dans le rapport de pouvoir, ceux qui n'ont pas de pouvoir, ils utilisent des hypocoristiques. Donc l'hypochoristique, on le retrouve entre les non-personnes entre elles. Bon, voilà, je vais vous donner quelques exemples. Donc Goffman rappelle que le jeune et le très vieux peuvent être considérés comme des non-personnes. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des enfants, des jeunes, des vieillards, des personnes âgées, pardon, qui parlent entre elles, mais qui vont plus faire fonctionner la hiérarchie du rang, mais qui vont simplement faire fonctionner une solidarité, une affectivité entre eux, avoir un espèce de rapport entre égaux. Ils sont un peu tirés c'est un peu leur retraite, quoi. Ils sont tirés ils ne dépendent pas des rapports de pouvoir. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui ne sont pas tirés de notre corpus, qui sont des exemples qui ont été faits comme ça, mais qui correspondent à ce qu'on entend dans un quartier. Et vous voyez ici, par exemple, vous avez deux personnes âgées qui parlent, et elles utilisent des termes de désignation, des termes de référence, des honorifiques, comme grand-père, comme grand-mère, mais ils vont se nommer, voilà, maman 8, monsieur 7, petite 2, grand-mère 6. Les gens vont se parler comme ça. Il n'y a plus de hiérarchie entre eux. C'est-à-dire que deux personnes âgées se voient, elles ne s'appellent pas ni grand frère ni grande sœur ou petit frère, il n'y a plus de hiérarchie, il y a seulement un rapprochement. Les numéros renvoient à leur ordre de naissance. C'est-à-dire que quand quelqu'un, dans une famille vietnamienne, dans un quartier, lorsqu'un enfant naît, si elle naît la première, on va dire Béai, vous voyez ici. Petite 2, ça veut dire la première qui naît. Et en fait, la fille qui est née numéro 2, la fille 2, dans son quartier, on va la connaître comme ça. Et plus tard, lorsqu'elle va grandir, on l'appellera, quand elle sera vieille, on l'appellera grand-mère 2. Et donc, les gens se parlent comme ça. Il n'y a plus de hiérarchie. Il y a un rapprochement, une espèce de solidarité gérontocratique voilà, entre les personnes âgées. Là, j'ai pris une discussion entre enfants vietnamiens d'une dizaine d'années, et entre eux, ils vont utiliser des pronoms. Ils ne vont pas utiliser les honorifiques du rang. Et ils vont utiliser des pronoms qui ne font pas partie de la hiérarchie de l'éthos du rang. Et donc, ils marquent par là, ils marquent leur écart à l'écart du monde adulte, et ils utilisent des procédés hypocoristiques de solidarité entre eux. Je continue vite fait, je suis peut-être allé trop vite, mais voilà. Pareil, lorsque vous avez des jeunes personnes d'une vingtaine d'années, des personnes qui n'ont pas encore des rôles dans la société, ou des rôles, des responsabilités, et ben ces personnes vont pouvoir utiliser des honorifiques sans faire intervenir. Par exemple, ici, vous avez deux jeunes qui se parlent, et puis il y en a un qui dit à l'autre « Hey, grand-père !» et l'autre qui dit « Pas possible, grand-mère !» Évidemment, ce sont des jeunes d'une vingtaine d'années. Ils ne sont pas grand-père ni grand-mère. Mais ils utilisent ces termes comme un rapprochement à l'écart du groupe de pouvoir du rang. Et ils font aussi l'usage de la demande directe. Voilà, donc on retrouve les hypocoristiques pour conserver une affinité tout en étant extérieur au rang. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve les hypocoristiques entre les non-personnes entre elles. J'entends non-personne en prenant le concept de Goffman. Et bon.
Voilà, donc je vais terminer. Je suis peut-être allé un peu vite, mais non, finalement. Donc voilà, nous avons montré qu'il y a une saturation des non-personnes dans le rang, qu'elles sont sources des points de vue, que le rythme discursif met en place une expression hypochoristique entre les non-personnes et les personnes du rang, que l'expression hypochoristique marque les non-personnes, les communitas du rang, des groupes intérieurs, internes au rang. Et donc, l'hypochoristique apparaît comme un principe fondamental de la DX6 vietnamienne. Et on pourra dire, et donc voilà, on a porté notre démonstration pour dire qu'il y a effectivement une solidarité et pas seulement une hiérarchie, parce que dans le rang, la hiérarchie est évidente quand on appelle grand frère et petit frère, mais on montre aussi qu'il y a une solidarité et que la langue vietnamienne peut être qualifiée de langue hypochoristique. J'ai l'impression d'avoir été un peu rapide, mais voilà. J'ai terminé ma présentation. Voilà, et puis vous avez les références après. Le PowerPoint est à votre disposition. Voilà. C'était rapide. J'étais trop vite, peut-être, non? Merci, merci Merci beaucoup. beaucoup. On va revenir dans les questions pour expliciter certains points. C'est vrai que c'est un fonctionnement qui de la langue qui est assez différent de langues. Je pense même on peut dire des langues européennes. Il y a quelques proximités avec le chinois, mais des choses très particulières là. Donc c'est Ah oui. intéressant. Merci beaucoup en tout cas Christophe. On va pouvoir commencer les questions. Oui. Alors ben, je laisse la parole d'abord à l'auditoire. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai essayé de faire vite quand même, mais il y a beaucoup de choses en fait. Et bon, voilà. Oui, non, le rythme était tout à fait. Vous aidez bien le rythme? Moi, je sais pas comment on fait pour poser des questions. Enfin, linguistiquement parlant, oui, mais il faut lever la main, c'est ça? Oui. Et où est-ce qu'on lève la main? C'est sur le réagir, le cœur, justement, je cherchais, ça a changé. Tu peux D'accord. lever la main et baisser la main. Alors, dans ce cas-là, je peux poser une première question? Oui, vas-y, Moustapha. Alors, déjà, oui, non, c'était très clair. Hein, on avait le temps de bien écouter et de bien regarder votre PowerPoint, enfin votre écrit. C'est une question, j'ai plusieurs questions, mais j'en ai une déjà concernant le pourquoi. Quand vous avez attaqué votre exposé, vous avez dit que c'était considéré comme de le ho, comme on dit, comme de l'idéologie. Oui. Et alors, vous pouvez. En fait, j'ai travaillé avec. J'ai parlé de ça avec des anthropologues et pas des linguistes. Mais si vous voulez, quand vous parlez de ça, du genre, avec des anthropologues français, occidentaux, en fait, quand on parle du genre, de ce groupe, la hiérarchie est évidente, parce qu'on appelle les uns grands frères. Mais quand on parle de solidarité, tout à coup, les gens vous disent non, tu embellis les choses. Pour vous dire ça différemment, moi, j'ai vécu dans des quartiers vietnamiens et j'étais vraiment, je suis toujours, hein, j'étais surpris de voir l'espèce de solidarité très forte qu'il y a entre eux, c'est-à-dire des gens qui font tout pour ne pas rester en colère, ne pas rester brouillés, et à un point je veux dire, et donc quand je parlais de ça, les gens me disaient mais non, les gens, vous savez ici par exemple, les gens vont vous sourire le matin en ayant conscience que c'est important. Enfin, et quand vous parlez de ça, les gens vous disent non, c'est de l'idéologie. Et quand vous lisez Lung Van Ly, qui est un anthropolinguiste de renom, hein, qui est un des grands experts qui a parlé de ça, vous lisez son texte, il va citer 250 fois le mot solidarité, mais à aucun moment il va ne démontrer cette solidarité. Et donc c'était ce que je voulais faire, de dire que ce n'est pas simplement une impression par laquelle on idéaliserait certains groupes sociaux, certains milieux, etc. Il y a véritablement une expression hypochoristique. Enfin, voilà, c'est ce qu'on voulait montrer en tout cas. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Moi, je vois quelqu'un qui lève la main, mais sur l'écran. Oui, excusez-moi, pardon, je ne trouve pas le bouton, excusez-moi. Donc, je suis Stéphane Couralet. Donc, pour moi, c'est plus facile de poser une question puisque je travaille en linguistique coréenne. Donc, je vois beaucoup de croisements avec ce qui se fait en vietnamien.
Et j'ai des petites questions de détail, hein, pardonnez-moi, mais c'est pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne en vietnamien. Tout d'abord, je comprends bien la difficulté d'étudier ce que vous avez appelé un concept, puisque j'imagine les anthropologues se sont emparés de cela et que d'un point de vue linguistique, c'est pas facile de donner la version ou de partir de l'approche linguistique pour essayer de décrire quelque chose qui existe à peu près pareil en coréen et pour lesquels les anthropologues ont écrit énormément sur le sentiment, par exemple, de collectivité, et qu'il a fallu, en fait, lorsqu'il a fallu l'étudier d'un point de vue linguistique, le traduire en termes de paradigme de la personne, et vous avez employé à plusieurs reprises l'expression de terme d'adresse. En d'autres termes, comment on va situer cet élément ho et tout ce qui va avec, hein, en linguistique, tout simplement. Et donc, il y a un autre paradigme qui est celui du nombre, on va dire. C'est-à-dire que nous, les pronoms personnels, bon, ben, dans nos langues, en gros, c'est le genre et le nombre. Donc, singulier, pluriel et le genre éventuellement, pas pour toutes les personnes. Et donc, c'est de ce point de vue-là que la linguistique a le plus grand mal à s'emparer de cet objet d'étude. Et j'essaie, moi, de voir, et je vais vous poser mes questions évidemment, mais c'est pour vous montrer la complexité de la chose, c'est que vous avez quelque chose qui n'a pas vraiment d'équivalent dans nos langues à nous, et donc il faut lui donner quand même une assise linguistique. Alors, singulier, pluriel, voire un espèce de collectif dont on a bien du mal à se saisir. Et parfois, ce qui était très drôle, c'est que vous avez dit, en parlant de votre collaboration avec Lindao, on, nous, et ça me faisait penser à ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, alors que on est grammaticalisé troisième personne du singulier, on voit bien qu'il est plus collectif que le nous, qui a l'air d'être un rassemblement de je, tu, etc. Alors j'en viens à mes deux questions. La première, vous avez dit que il y avait ce côté, bon, une marque d'affection en gros, cette espèce vous avez parlé de votre quartier, etc. Et c'est ma première question, c'est la dimension dans laquelle on peut utiliser ce ho, ce concept de ho, puisque d'après ce que je comprends, on l'utilise pas. Enfin, on sait que c'est sous-jacent. Enfin, quand on s'adresse avec des termes de statut familial, on rentre dans une espèce de collectivité implicite et à la fois affectueuse. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'un homme politique qui prendrait la parole en temps de guerre ou en temps de crise qui concernerait tout le pays, donc au niveau national, pourrait utiliser ce ho pour dire mes chers compatriotes avec un peu d'affection, ou alors c'est pas possible parce que la dimension nationale est exclue et qu'il faut garder une dimension collective petite. Vous avez parlé de quartier, donc ça c'est ma première question. La dimension que concerne ce rock qui, vous l'avez cité, reprend des termes familiaux. La famille, je ne sais pas si elle peut Oui, s'étendre oui, à la nation. j'ai entendu. Oui, ouais. Voilà, deuxième question. Je réponds à ça. Ah, pardon, Ah, ok, excusez-moi. très bien. La deuxième est très simple. Vous avez assez peu parlé de la dimension inclusive, exclusive. C'était juste ma question. Oui, Quand oui, est-ce parce que... que, oui, parce que c'est encore un autre sujet. Alors, je réponds à la première. Euh, euh, le journal d'information vietnamien, lorsque la speakerine, donc la personne qui s'occupe, enfin la personne qui parle à la population, elle va utiliser les termes du rang. Elle va utiliser Baakon, et parce que c'est comme ça qu'elle va être écoutée, c'est comme ça qu'elle va être, que ce discours va porter. Donc vraiment, il y a une notion. Alors donc c'est bon, les Japonais, en fait, les Japonais, des gens comme Kuno, Kamio, ces gens-là ont déjà décrit des systèmes comme ça empathiques, dans lesquels on est obligé de prendre la perspective de l'autre, une espèce de territoire d'information. L'Europe, c'est ça. Petite anecdote, je suis dans un quartier, j'ai un policier de quartier qui discute avec une centaine de familles. Et au début des conversations, il y a 3 ans, il appelait les gens par monsieur, madame, camarade, choses comme ça. Et dès qu'il a voulu travailler avec les gens, il est arrivé au terme du rang. Et si vous voulez, il y a vraiment, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas réduit c'est vraiment une famille élargie et c'est un niveau, un niveau très large en fait. Hein. C'est pas seulement. Bon, il se trouve que mon corpus, le biais de mon corpus, il focalise là-dessus. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire une autre étude sur quelque chose de plus large. Sur l'inclusif, l'exclusif, je ne pourrais pas trop vous répondre parce que c'est des choses que j'ai pas abordées dans le sujet, mais c'est vrai que ça compte. Si vous voulez, en vietnamien, il y a un nous inclusif et un nous exclusif. Euh, et
Et donc, c'est aussi cette dimension liminaire, cette dimension de la prise en compte d'une frontière, elle fait partie aussi, mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus parce que ce serait peut-être, c'est l'objet d'un autre travail, quoi. D'accord. Mais il faut en prendre en compte et euh, ça rentre en jeu dans cette problématique, oui, tout à fait. Bah oui, mais vous comprenez, enfin, il y a déjà des tiers inclusifs, on les voit dans ce que je présente, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. C'était cette affaire. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. J'en profite pour poser ma question. Alors, je, je comprends bien enfin, je pense bien comprendre cet emploi de nom des relations familiales en dehors de la famille, dans les rapports donc avec un policier et la population. Ça me rappelle ce qui a pu se faire quand j'étais en Chine ou quand j'enseignais en Chine, on m'appelait grand frère, par exemple. Gueux. Les étudiants m'appelaient grand frère, voilà. Évidemment, les étudiants en France ne m'appellent pas grand frère, donc je perçois ça. Ce que, à la rigueur, peut-être qu'on peut le retrouver dans d'autres langues, même, je sais pas, même d'ailleurs en français, quand on dit frère, il y a un peu de ça peut-être, même si c'est peut-être enfin, beaucoup plus, un peu différent. Ou ce que j'ai un peu plus de mal enfin, pas à comprendre, mais à concevoir ou à percevoir, c'est cette intégration des ancêtres et de ce tiers absent. Je comprends qu'on nomme de manière hypocoristique des relations avec la famille, mais cette idée qu'il y a des ancêtres, et j'ai un peu plus de mal à le comprendre, Alors, même d'un point de vue anthropologique, ce fonctionnement-là, et puis d'un point de vue discursif. Je sais pas si j'exprime bien ma question. si, mais Rylène et moi, nous avons un article qui va apparaître dans la revue Communication et qui justement parle des non-personnes du mort, des morts justement, de la place du mort, et qui traite exactement de ce sujet-là. Et c'est un autre sujet. Je peux vous donner un exemple pour vous faire comprendre. Il y en a tellement, hein. Mais oui, alors, en fait, ça va nous monter à des gens comme Lefort, comme Derrida, qui parlent justement, c'est Lefort qui, si je me souviens bien, qui parle de la communauté. Enfin, voilà, pour Lefort, il y a une communauté lorsqu'il y a les morts, quoi. Et pour vous donner un exemple, euh, je suis arrivé en 93 au Vietnam. En 94, j'étais dans la. Alors, c'est pas de la linguistique, hein, je suis désolé, mais ce dont vous me parlez, c'est pas seulement de la linguistique, vous me parlez bien des morts. C'est Donc, ça, oui, oui, oui. donc Puisque vous en parliez au début de la oui, présentation. mais très bien, parce que je suis, voilà. Bon, donc 94, je suis dans un restaurant, enfin un petit, bref, de rue, on va dire. Je suis à l'intérieur, c'est ouvert, je vois des tables entre la rue et moi, et à ces tables, il y a une table qui est servie avec un repas, un cendrier, une cigarette qui fume, et je mange mon repas, et pendant le temps la durée de mon repas, cette table est toujours servie. Et je vois quelqu'un qui passe à la table, qui prend une cigarette, et qui fume, qui tire une latte de la cigarette, qui la repose et qui s'en va. À la fin, je demande à la personne qui travaille dans l'établissement, je lui demande, mais qu'est-ce que c'est que cette table, c'est pour qui? Et la personne me répond, c'est pour le fils du patron. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que la dame qui était à la caisse était l'épouse, le patron, c'est celui qui vient de tirer une latte, les gens qui faisaient service dans le restaurant, ce sont les cousins, les frères, et il y a un frère qui est mort, c'était son anniversaire de mort, et comment dire, le père a eu un échange, on pourrait presque, enfin, a eu un échange avec son fils mort. Et ça, c'est le rang. Et donc, c'est le rang. Et si vous voulez, je pense qu'en France, quelqu'un qui fume, qui met une table servie pour son mort et qui fume une cigarette avec son fils, je pense qu'on ne va pas lui donner toute sa santé mentale, quoi. Et donc, le Vietnam, c'est ça. Donc, et donc, dans chaque famille au Vietnam, vous avez un hôtel des morts. Et chaque année, il y a des. Donc voilà, le mort comment dire? Voilà, il est intégré, on va dire, dans le, en fait, la grande famille vietnamienne, c'est ça. C'est la famille plus les morts.
Voilà. Oui. Ouais. Oui, Stéphane? Pardon, excusez-moi de rebondir, mais c'est pour essayer de comprendre. Vous avez cité un exemple avec deux jeunes qui s'appellent grand-père et grand-mère. Est-ce Oui, tout que à ça va fait. dans le prolongement de la question qui vient d'être posée sur ce rapport? En fait, il n'y a plus de frontières entre les ancêtres, les vivants et les morts, ou pas du tout? Je ne sais pas. Tout ce que j'observe, c'est que il y a entre les non-personnes, c'est-à-dire les personnes qui ne relèvent pas de la hiérarchie, du moins qui n'ont pas de rôle dans le rang, entre eux, ils vont utiliser des termes qui ne sont plus hiérarchiques. Les termes de parenté ne sont plus hiérarchiques. Il restera seulement une valeur hypocoristique, un rapprochement, une demande directe, des particules hypocoristiques. Voilà. C'est très intéressant. Mustapha, tu as une question? Oui, ça rejoint celle qui vient d'être posée concernant grand-père et grand-mère. Est-ce que ça pourrait être, et puis j'aurais une autre question après, est-ce que ça aurait pu être autre chose que grand-père et grand-mère? Sans doute, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr. D'accord. Et d'ailleurs, oui, bien sûr, Ce bien qui sûr. compte, c'est l'égalité. Ce qui compte, c'est le Exactement. rapport. C'est-à-dire que les termes, la hiérarchie ne sera plus la référence. Voilà, ça rejoint peut-être un peu ce que disait Damien concernant parfois des jeunes qui s'appellent frères entre eux ou cousins ou euh, Ouais. un peu, Et je veux puis, dire. Oui, un peu parce qui vient aussi de que l'arabe dialectal, avec cette manière-là, dans l'arabe dialectal, également de nommer des relations, par la relation familiale, d'autres relations. oui, avec peut-être une distinction. C'est-à-dire que quand un Vietnamien dit grand frère, ça sous-tend pas seulement la personne de son. C'est pas, si vous voulez, on n'est pas dans une confrontation d'ego. Lorsque quelqu'un dit grand frère à un autre, ça sous-tend qu'il y a d'autres sœurs, d'autres frères, des tantes, il y a d'autres personnes, il y a des tiers. Et ça, je ne sais pas si, quand on dit est frangin ou est grand frère en français, je ne sais pas s'il y a cette notion implicite, ce présupposé des tiers qui sont là. Parce que au Vietnam, le rang, le groupe, c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que ce que je dis va être répété et je serai jugé par un tel et un tel et tout ça. Et donc, les tiers sont là, quoi. Donc voilà, ce serait plutôt ça la distinction, si je devais mettre une distinction. Oui, Isabelle, peut-être, Isabelle? parce que Non, Mustapha, si tu voulais rebondir sur le. non, bah, ça, c'était pas sur ça. J'avais aussi deux autres questions, mais pour rebondir sur le grand-père, grand-mère chez les jeunes, est-ce qu'on a éventuellement, bon, je pense que vous avez répondu négativement à la question, mais est-ce que ça peut être aussi une manière de réutiliser ces termes-là, non pas justement par solidarité, mais comme un terme un peu moqueur ou pas du tout? Après, j'ai une autre non, question. pas du tout. Pas du tout. D'accord, à aucun moment ça peut être. Non, non, on se moque pas des grands-pères et des grands-mères. Non, pas des grands-pères ou des grands-mères. Non, mais non, ça peut pas. Non, c'est pas moqueur. Non, ça fait partie d'une. Non, enfin, en tout cas, je ne l'ai pas perçu comme ça. Il faudrait peut-être. Hmm, Ouais. Non, d'accord. je l'ai pas perçu. Non, mais c'est. Oui. Et j'avais C'est- donc une autre question. Dans les échanges que vous avez observés ou dans d'autres échanges écrits ou oraux, quelle est la place du nom de l'identité officielle et du prénom notamment? Parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas dans vos corpus et quelle est Pas beaucoup. leur place? On Est-ce le qu'elle voit. apparaît dans les conversations ou à l'écrit ou pas du tout? Alors, il y a un exemple que j'ai montré dans le PDF où il y a une utilisation conjointe du terme de l'honorifique, grand frère, et du prénom de la personne. Mais ça signale une, comment dire, une hésitation du locuteur. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il peut dire à l'autre, t'es mon frère, ou voilà. Et donc, il doit prendre une distance. Il ne sait pas s'il est vraiment accrédité à faire ça. Et donc, ce sera pour signaler une hésitation. Et si vous voulez, le prénom, par rapport au terme de parenté, par rapport à l'honorifique, c'est une distanciation. Ah, ok. Et oui. Et donc, moi, j'ai fait cette erreur pendant longtemps. C'est-à-dire que je croyais me rapprocher des gens en les appelant par leur prénom, mais sinon, D'accord, merci. voilà. Alors, ouais, voilà. Ah, il y avait d'autres questions, je crois. Hein. Mustapha, tu veux poser ta deuxième Oui, question j'en peut-être? ai une, mais s'il y a d'autres personnes, je. Pour Alors, l'instant, pas notre. moi, je Il y voulais avait un. revenir sur un point précis que j'ai pas compris
mais ce qui a l'air important, mais que je n'ai pas compris. Parce que c'est quand même très, très éloigné de mes références et de mes repérages. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas été clair. C'est à propos de l'instructeur du haut et le maître des cérémonies. Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire. Ouais, non, ouais. Et ça a l'air un point crucial. Donc, Oui, mais c'est un point que j'ai beaucoup aimé, en fait. Vous savez, ces interactions discursives, on les retrouve. Moi, j'ai assisté à des. Enfin, j'ai assisté. J'ai été voir, il y a des rites médiumniques au Vietnam, et où on voit des esprits qui sont intégrés dans le rang pour pouvoir discuter, pour pouvoir avoir des faveurs de l'esprit. Et on retrouve ces rites, ce même rite, cette même conception, ce même schéma rituel. Bon, pourquoi je parlais d'instructeur du rang? Parce qu'en fait, alors c'est un anthropologue qui s'appelle Arnold van Gennep, et ça a été repris par un autre anthropologue, qui est Victor Turner, qui ont décrit, alors attendez, il faut que je vous parle de dos aussi, qui ont décrit le schéma de ce qu'on appelle les rites de passage, ou des rites de liminarité. Donc, dans le rite de passage, il y a théoriquement 3 parties. Une partie de séparation, donc quelqu'un qui est séparé du groupe ou du rang, par exemple. Un deuxième schéma qui est un schéma liminaire où la personne va perdre son identité, va devenir neutre, va devenir effacée, va être ambiguë, équivoque. Et puis, cette personne-là va être intégrée dans une structure, ici le rang, par un maître de cérémonie. Elle va être agrégée. Donc, vous avez les trois phases du rite de passage chez les anthropologues. C'est la séparation, la phase liminaire, et l'agrégation. Et en fait, vous retrouvez ce schéma-là dans les mariages, dans le passage des saisons, dans les baptêmes de bateaux. Vous retrouvez toujours ça. Et c'est un anthropologue. En fait, quand je fais ça, je rejoins un anthropologue vietnamien qui s'appelle Do, qui a dit à un moment, et c'est marrant parce qu'il a dit, mais on sous-estime complètement, pour l'analyse de la langue vietnamienne, on sous-estime complètement l'importance des rituels. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai pris les rituels, parce que les rituels au Vietnam sont omniprésents. Et j'ai pris la structure rituelle et je l'ai recherchée dans l'interaction de discours. Et ce faisant, je rejoins la théorie de Do qui dit, voilà, et voilà. Est-ce que j'ai répondu en partie à ce que vous... Oui. Et puis, de toute façon, je vais réécouter. Alors oui, tout ça. et donc, excusez-moi, le maître de cérémonie, c'est justement l'instructeur, celui qui va servir de modèle à l'impétrant dans une structure, quoi. C'est lui qui va l'agréger Et donc, voilà, ici, j'ai dit, dans des travaux avec Darwin, nous avons dit que... voilà, que l'allocuteur jouait le rôle de maître des cérémonies. Alors, je n'ai pas utilisé le mot maître de cérémonie, j'ai eu le mot d'instructeur. Oui. Merci, oui, je vois beaucoup plus clair. Bon, ben super, je vois. Oui, Stéphane? Oui, pardon, si je puis me permettre. Est-ce que ce Ra a une écriture chinoise existante, un caractère chinois qui lui correspondrait? Ah oui, oui. J'avais posé la même question. Ouais, alors, parce que je ne vois pas de... Vous savez, c'est passionnant parce que, en fait, nous avons cherché cette structure rituelle dans les interactions de discours, mais on l'a cherché aussi dans les lexiques, dans les termes de lexique. Et on l'a trouvé à beaucoup. Alors, donc, il y a des nous inclusifs. Je vois votre. Ah, ça y est, je commence à voir où vous êtes. Et donc, on a trouvé ça, pardon, au niveau de l'énonciation, au niveau des lexiques. Donc, notre analyse, elle est portée à 2 niveaux. Au niveau de l'interaction discours et au niveau des termes de lexique. Et on a retrouvé ces rituels qui codifient, je veux dire, qui encodent certains lexiques vietnamiens, d'où le nous inclusif et le nous exclusif. Mais nous, on n'a pas porté notre... Dernièrement, à Hanoï, on vient de faire une intervention en parlant d'un classificateur, un classificateur vietnamien dont notre perspective est de dire que ce classificateur est un classificateur de la liminarité, un classificateur des rituels. Et pour revenir sur... Donc ça, c'est autre chose, mais enfin, c'est pas autre chose, c'est la même chose en fait. Hein. Pour revenir sur le rang, l'étymologie du mot rang vietnamien, en ancien Han, donc il y a à peu près 2000 ans, ça signifie la communauté, le clan, des choses comme ça. Et encore avant,
l'étymologie, tenez-vous bien parce que c'est magnifique, enfin, de mon point de vue, hein. L'étymologie du mot Ra, ça veut dire la porte. Et vous voyez bien l'ouverture, c'est-à-dire que le Ra, fondamentalement, est un si vous voulez, ça c'est mon interprétation, mais ça a été tenu par un autre anthropologue qui était jésuite, qui s'appelle Cadière, qui a expliqué que les personnes du Ra sont sur le seuil entre le monde des vivants et le monde des morts. Et voilà, où l'étymologie du mot Ra, c'est la porte. En fait, c'est un niveau presque interculturel, c'est un système qui est remarquablement intégrant. C'est-à-dire que si vous connaissez le schéma rituel, vous êtes intégré. Moi, j'ai vécu dans des villages vietnamiens, je peux vous assurer, je faisais partie du village. L'étranger, c'est l'étranger au village. Et c'est de manière incroyable, quoi. Et donc, il y a vraiment un schéma rituel qui est de la langue. Mais le problème, c'est que ce schéma rituel repose, tout le monde peut le faire, mais il repose sur une connaissance qui est une vraie connaissance, pas seulement linguistique, qui est une connaissance sociale importante. Oui. Il y a quand même là alors une spécificité, parce que on peut le retrouver en chinois, je sais pas, ça se retrouve en coréen, c'est cette manière, mais de nommer l'autre dans l'interaction, mais donc le haut, il y a quand même une spécificité donc par rapport aux Coréens, par rapport aux Chinois. Alors j'ai l'impression, je cherche depuis tout à l'heure, je vais même chercher en même temps, je vois pas de manière de traduire le haut en chinois par exemple. Même s'il y a plein d'éléments qui sont en commun, la cérémonie des anciens, des aïeux, ça je vois. Mais par contre, j'ai l'impression que ce concept-là est typiquement vietnamien. Alors, m'a fait penser aux rituels qui ont lieu chaque année pour les défunts, justement. Mais ça, c'est un rituel confucéen. Et votre Ho m'a fait penser au concept de Hyo en coréen, mais qui a l'équivalent en chinois. Mais les Coréens étant néo-confucéens, ils sont plus confucéens que les Chinois. Mais la question qui se pose, c'est ce concept de Ho, cette idée de Ho. Donc, admettons qu'il y ait un soubassement confucéen, j'ose pas le dire, parce que je ne connais pas du tout la culture vietnamienne. Mais on dit en coréen hyoja ou hyonyo, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un bon fils ou une belle fille, c'est-à-dire qu'il respecte la lignée, alors souvent patriarcale, parce que c'est l'aîné de la famille qui s'occupe de tous ces rituels, mais au moins il respecte cette lignée qui est transgénérationnelle et qui remonte le plus loin possible. Dans ce cas-là, c'est un bon fils, et dans ce cas-là, on peut dire, mais on le verbalise, c'est un bon hyonyo ou un bon hyoja, un bon garçon, si vous voulez, qui joue bien son rôle. Mais la deuxième chose qui m'a paru très intéressante, c'est que il y a aussi un autre concept intraduisible, qui est le concept ou la notion de jong. Jong, c'est le mot en sino-coréen, il existe en caractère chinois, qui veut dire l'émotion, le sentiment. Et quand les Coréens disent de quelqu'un qu'il a du jong, ça veut dire il a les manières, c'est-à-dire il a les usages, il connaît les codes. Et je me demandais si ce Ho, d'une part, s'il avait une expression vietnamienne pour dire la même chose. Est-ce qu'on peut dire en vietnamien, ah, cette personne, tiens donc, elle a du Ho, pour dire il connaît les usages. Un exemple, vous l'avez cité, vous êtes français, vous n'êtes pas vietnamien, vous n'avez pas du sang vietnamien qui coule dans les veines. Et pourtant, les Vietnamiens vous considèrent comme quelqu'un faisant partie de leur communauté. Donc, quelque part, vous êtes quelqu'un qui pouvait être dans ce Ho que vous avez décrit comme quelque chose d'assez affectueux. Vous voyez, donc c'est cette dimension émotionnelle ou affective que je trouve intéressante et qui n'a rien à voir pour le coup avec on va dire l'autre, le Hyo, qui est beaucoup plus ritualisé, confucéen, et là patriarcal, et qui a ces codes qui sont beaucoup moins ouverts aux étrangers. Et c'était ma dernière question. Est-ce que les apprenants étrangers du vietnamien peuvent, ou est-ce que c'est décrit dans les manuels, ou est-ce qu'ils peuvent avoir accès, comme vous apparemment, à ce Ho, parce que c'est quelque chose qu'on ne décrit pas du tout, ou alors on peut. Mais alors, votre question, il y a au moins 6 sous-questions. Désolé. Non, je vous en prie, c'est passionnant. Alors, sur les manuels vietnamiens, non, ça n'est pas appris. Et on a fait des conférences et j'ai fait une intervention qui était géniale. Enfin, ce qui est génial, ce qui est très intéressant, c'est partager ces perspectives de recherche avec des universitaires vietnamiens. Et donc, j'avais présenté ça. Et donc, voilà, ça n'est pas dit dans les manuels. Non, c'est complètement. Tout ce qu'on vous présente là, c'est nouveau en fait. Ça n'est pas dit. Alors après, sur la conjonction du patrilinéaire, le Vietnam est très particulier parce que vous avez le patriarcat, le patrilinéaire chinois qui rencontre le matrilinéaire Cham.
Ah oui, Le Sud-Vietnam où j'habite, là, j'habite à Ho Chi Minh Ville, le Sud-Vietnam, en fait, il y a 250 ans, c'était Cham. Et ça a été Cham pendant 3000 ans. Et les Cham ont ce site particulier. C'est reconnu maintenant, ça n'était pas avant. Les anthropologues reconnaissent que cette ascendance, les Cham avaient un système matrilinéaire. Des femmes ont été chefs. Et si vous voulez, le discours rituel fait la jonction de ces deux modèles-là. Le patriarcat du roi a une hiérarchie très forte, et avec des femmes avec lesquelles il faut bien négocier d'un autre pouvoir. Donc ça, c'est une deuxième chose pour faire une distinction. À propos de l'empathie, je pense que vous trouverez des modèles d'empathie comparables avec les Japonais. Susumu Kumo a parlé de ça, hein, je pense, a parlé des systèmes d'empathie. Camio a parlé de territoire d'information, donc c'est un peu pareil. Les rituels, vous parlez de confucianisme. Mais alors, moi, j'ai fait une étude dernière sur un classificateur Kohn. Et si vous voulez, ça renvoie à des rituels qui renvoient au néolithique, quoi. Donc, on est au-delà du confucianisme. Les rites de naissance dans la zone sud-est asiatique, on a des traces on est sur de l'archéologie, enfin, je veux dire, ça remonte à très loin, en fait. Et c'est remarquable de voir que certaines pratiques, certains mots se sont conservés. Et donc là, on est, je pense, on est sur des choses très vieilles. Et alors, comment ces pratiques se sont-elles? Je pense qu'il y a eu plusieurs pratiques. C'est très difficile. Voilà, ça me dépasse, si vous voulez. Hein. Et puis après, bon, ma compétence en vietnamien, je vois qu'il y a Monsieur Yan Thanh d'Auréville qui vient d'arriver, donc un spécialiste de la langue vietnamienne. Et donc, vous parliez, oui, je pense qu'il y a une piété qui est propre au Rho, mais je ne suis pas non plus un spécialiste. Mais par exemple, si je dis en vietnamien le nom Hieu, Hieu, ça veut dire la piété filiale. Et donc, vous avez une reconnaissance de ce. Voilà. Si jamais je devais dire voilà, selon notre perspective, donc la notion de non-personne serait une caractéristique vietnamienne. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui. Le micro n'est pas. Oui, le micro n'est pas là. Oui, oui. Bonjour. Bonjour, merci pour votre exposé. J'aimerais savoir, y a-t-il un lien, à votre avis, entre le Ho, vous savez, en tant que Oui. nom, et le Ho, quand vous êtes au Vietnam depuis longtemps, le Ho pour désigner la troisième personne au pluriel, ça vous savez. Oui, oui, bien sûr. Vous pensez qu'il y a un lien, Bien c'est-à-dire sûr, du nom évidemment. devient un pronom pour Oui. désigner la troisième personne au pluriel? Donc, alors, Ouais. Qu'est-ce que vous ouais. pensez? Alors, écoutez, il faut considérer, je pense que vous avez le Ho, c'est l'anthropologue Le Guang Hi qui a beaucoup développé ça, qui a beaucoup travaillé sur ça. Il y a eu d'autres personnes, mais je le regrette, mais Le Guang Hi n'a pas insisté sur ce fait que dans le Ho, il y a les morts. Enfin, il le dit une fois dans un texte. Et dans le Ho, il y a les morts. Et vous voyez ce Ho-là, ces morts-là, c'est ça, ce il, ce eux. Regardez, dans une maison vietnamienne, il y a les gens de la famille, mais il y a aussi des esprits dans la maison. Il y a les trois esprits. Vous savez, il y a des esprits dans la maison vietnamienne. Ces gens-là, ils sont pas vraiment, mais ils sont aussi dans le Ho. Et le Ho, c'est ça. Il y a des morts, il y a des esprits dont on ne sait pas toujours il y a quand même des doutes. Et je crois que le pronom, justement, Ho, qui signifie eux, ils, c'est que le Ho, c'est ça. En fait, dans notre approche et dans mon approche, il y a quelque chose qui est remarquable au niveau de la personne vietnamienne et qui la distingue, à mon avis, hein, ça c'est très personnel, qui la distingue profondément de la personne occidentale. C'est-à-dire que pour la personne vietnamienne, l'autre, je dis l'autre, c'est l'autre de Lévinas, l'autre avec un grand A, le mort, l'autre, l'altérité totale, l'autre fait partie de soi. Et je pense que dans le Ho, il y a cet autre-là, et qui est désigné par le pronom il, eux. Voilà. Alors que pour la conscience, on va dire occidentale, l'autre est à l'extérieur de soi. L'autre, il est lié à des pulsions, à des choses qu'on veut plutôt rejeter et qu'on ne maîtrise pas. Alors que pour quelqu'un de vietnamien, l'autre est à l'intérieur. On est beaucoup plus, je dirais, accueillant vis-à-vis des autres qu'on ne comprend pas, comme les fous, comme les malades, les morts, etc. Et donc ce rôle-là. Oui,
suppose que vous êtes au Vietnam, vous peut-être connaissez aussi l'écrivain Nguyễn Bình Phương. Donc, un de ses ouvrages, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille Oui. c'est le titre de son ouvrage, de son roman, c'est Mình và họ. Mình Ah, và d'accord. Vous Oui. voyez, Mình Oui. ici, c'est Bien le sûr. corps qui pour désigner toi et moi. C'est-à-dire, Oui. c'est aussi c'est toi ou c'est moi parce que c'est ma moitié. Vous voyez, c'est très Bien intéressant sûr. Bien par sûr. rapport à toi aussi que vous avez souligné tout à l'heure aussi et le Ming, le toi ici. Quand vous travaillez sur l'intelligence artificielle, et souvent, vous savez, l'intelligence artificielle utilise Ming. Ici, c'est beaucoup plus il n'y a plus d'empathie, plus proche, Oui. alors que le taux, c'est beaucoup, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est de la distance. Et le Ming et le Ho ici, ça me fait réfléchir parce que on voit bien, c'est inclusif, exclusif, parce qu'au début, le Ho ici, c'est Ho Hang, c'est-à-dire Oui. les gens qui partagent les mêmes aïeux, Oui. etc., n'est-ce pas? Et puis après, Ho, pour désigner aussi le nom de famille aussi. Oui, Oui, bien sûr. oui, Mais vous voyez, l'étymologie, si on remonte encore plus loin, l'étymologie va. Le ran, c'est aussi la porte. Le ran. Et donc, la porte, c'est bien la limite avec une altérité, quoi, avec une extériorité. Et donc, je pense que dans le rang, il y a les autres. Et oui. donc, il y a il et eux, quoi, c'est ça. Ah ouais. Donc, je crois que ici, c'est l'opposition entre Ming et Ho. Si on voit bien, c'est inclusif et exclusif. Je crois que ça a peut-être enrichi aussi Oui, 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 votre thème de recherche. Ouais. oui, oui, tout à fait. Merci. Je profite pour poser une petite question. Alors, si j'ai bien compris, les recherches sur le Ho sont récentes. Et je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais lu un vieil ouvrage de linguistique sur le vietnamien. À l'époque, on parlait encore, c'était de l'époque coloniale, donc on parlait d'anamite pour le vietnamien. Donc c'est pour dire que c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Il y avait un chapitre très détaillé sur la manière dont on parle des relations familiales, mais je ne crois pas du tout qu'il y avait de mention à un O dans cet ouvrage-là. Alors, Euh, j'ai l'impression, enfin, est-ce que c'est nouveau alors? Et si oui, non, pourquoi? non, Sinon, quelle est la alors, généalogie un peu de cette notion-là dans les travaux de recherche? comme l'a dit Do Hurinville, c'est un mot qui est utilisé, qui veut dire la famille, la grande famille, la Oui. lignée. Oui. Mais au niveau anthropologique, il y a un anthropologue extraordinaire qui s'appelle Léopold Cadière. Donc, on revient au début du XXe siècle, 1926, et Léopold Cadière a beaucoup parlé du rang. Mais il a beaucoup parlé du rang. Et c'est d'ailleurs lui qui décrit la personne vietnamienne sur le seuil, quoi, sur le seuil des morts, quoi. Il dit, je le cite de tête, le rang est un temple. Et les personnes vietnamiennes sont sous le portique, je ne sais plus comment ça s'appelle, du temple grec. Voilà, sont sur le portique, sur le seuil du temple. Le problème, c'est que Léopold Cadière, qui est absolument remarquable, hein, il a fait tellement de choses. Je pense que le fait qu'il était un jésuite, il est anthropologue et jésuite, il n'a pas été suffisamment cité. Je suis assez toujours étonné de voir que les anthropologues modernes, enfin, je suis étonné qu'il est souvent sous-cité, alors qu'il a fait des choses, remarquables, quoi. Enfin, je trouve. Ah, Mais en tout cas, il a parlé du rang. Il fait partie de ces gens. D'ailleurs, à la différence de Lu Wanghi, Lu Wanghi, il a parlé du rang, mais il ne parle pas il parle très peu des morts, quoi. Alors qu'évidemment, notre jésuite, Léopold Cadière, lui, il en parle. Et c'est aussi un linguiste. Il a fait aussi des analyses sur la langue vietnamienne, mais je suis mal placé. J'ai pas lu ce côté-là. et peut-être pour répondre à cette question, il me semble que le rang en tant que pronom pour désigner il au pluriel ou elle au pluriel aux absences, hein, si vous Oui, voulez, je pense que a évolué tardivement. Ça, c'est le chemin d'évolution sémantique qu'on connaît aussi pour le TOEIC que vous avez cité tout à l'heure. Donc, j'ai oui, pas mal travaillé là-dessus, c'est-à-dire le TOEIC en tant que serviteur il y a 2, 3 siècles et petit à petit devenir TOEIC, c'est-à-dire le jeu, presque comme en français, alors que le rang ici, c'est relativement récent parce que pour répondre à la question qui vient d'être posée, parce que autrefois, ou peut-être maintenant aussi, pour désigner la troisième personne, on dit tout, on dit các anh ấy, ou vous savez, c'est-à-dire la oui, deuxième oui, personne.
on ajoute le AI, c'est-à-dire Oui. le démonstratif, c'est-à-dire la barre, etc., pour désigner, pour convertir en pronom de la Ouais, première personne. bien sûr. GA, NI, oui, oui. Bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? On est à la fin de la séance. Pardon, oui, excusez-moi, j'ai l'impression de Vous avez une monopoliser dernière la question? parole, mais parce que c'est un sujet intéressant. Mais peut-être pour essayer de... Est-ce que je me trompe, par exemple, si de mon point de vue tel que je perçois ce fonctionnement, et ce que vous venez de dire à propos de cet anthropologue qui a parlé de ce Ra comme un peu représentatif, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement une manière d'interpréter tout le système de la personne, les termes d'adresse, la politesse, l'interlocution et aussi des aspects de formalité, enfin formel, informel, inclusion. Est-ce qu'on peut dire que ça synthétise un peu tout ça, en fait, ce rang ou pas? Alors, en fait, je trouve qu'il est, enfin, je trouve, oui, je trouve qu'il était approprié de traiter le rang comme un ethos collectif, c'est-à-dire une manière de, si vous voulez, une médiation sémiotique, en fait, une manière de prendre le monde. Je prends quelque chose, je considère en tant que rang. Donc c'est quelque chose de très vaste et très large, le rang, oui. Mais oui, oui, oui. Mais à concurrence, si vous voulez, il y a toujours d'autres ethos. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il y a un ethos de l'entreprise, il y a un ethos de l'université, il y a des manières d'être qui correspondent. Mais je pense que le rang est est quelque chose qui est caractéristique du Vietnam. Et ça a été vu comme ça par l'anthropologue Léopold Cardière dont je vous parle. Et je crois que c'est quelque chose de vache. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je crois comprendre qu'effectivement, c'est un moyen d'ancrer son appartenance collective à une Ah certaine oui, communauté. bien sûr. Ah oui, oui. Et, et dans ce cas-là, si je passe de l'université où je travaille à un groupe d'amis que je rencontre, je peux utiliser un ROM qui n'aurait pas tout à fait le même ancrage, mais je peux en avoir Oh, plusieurs selon les circonstances. exactement. Ouais. D'accord. Mais Ok, bon, oui, tout à fait. d'accord. Merci beaucoup. Mais non, non, c'est moi qui, j'espère vous répondre comme il faut. Bien, alors encore une fois, merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. J'ai Merci. appris énormément. J'aurais pas presque tout appris, en tout cas, sur ce thème-là, c'était passionnant. Merci Oui. beaucoup. La conférence Merci. sera disponible sur YouTube consécutivement très bientôt. On la mettra en ligne. Et juste un mot avant qu'on se quitte sur la prochaine séance qui aura lieu le vendredi 21 novembre de 14 heures donc à 15h30 toujours. Et on va accueillir Gudrun Lögden, c'est ça, pour la première Oui, fois, les Gaden, ouais. Lögden de l'université Rennes 2 qui nous parlera de la communication autour de la prévention du suicide. Moustapha, tu voulais ajouter un mot peut-être? Non, 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 non. Et puis il y aura d'autres conférences ensuite au deuxième semestre sur un sujet autour de la personne très varié. Et on se rend bien compte que, comme disait Guillaume, il n'y a pas de question plus difficile en linguistique que la personne. C'est peut-être la plus importante. On s'en rend compte à chaque communication et c'est toujours un plaisir que de sortir de ces communications un petit peu moins ignorants. Merci beaucoup en tout cas à Christophe. Et j'en profite pour dire bonjour à Johanna qui était là. Et voilà. Merci, merci beaucoup en tout cas. Pour moi, c'était. Ouais, merci.